Bonjour à tout le monde. J'espère que votre journée se passe bien. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation à parler de l'observance en tabacologie. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous. Ce que je voudrais vous montrer dans cette présentation, c'est que quand on parle d'observance, il y a une convergence concernant 4 aspects où l'observance ou la non-observance peuvent être mises en jeu. Il y a l'observance à la prise des médicaments. Il y a l'observance alimentaire, manger trop de macarons les uns à la suite des autres, la sédentarité, préférer rester devant la télévision, et puis ce qui vous intéresse, c'est évidemment le tabagisme. Alors, je vais commencer en vous donnant tout de suite ma conclusion. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'observance, c'est pas un très bon mot, à vrai dire, je vous expliquerai pourquoi. Il vaudrait mieux dire l'adhésion à des recommandations visant à préserver la santé, et on appelle ça l'observance, moi c'est par habitude que j'utilise ce mot, concerne tous les aspects de ces recommandations, dont le tabagisme. Il y a donc, comme je l'ai dit, la prise des comprimés, éviter une alimentation désordonnée, éviter la sédentarité et ne pas fumer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que le fait d'être observant dépend de mécanismes qui sont identifiables et qui sont communs à ces 4 aspects. Ce que aussi je voudrais vous montrer, c'est qu'il est naturel en fait d'être non-observant et que la non-observance est l'option par défaut. Et puis, essayer de vous convaincre qu'il y a une typologie de l'observance qui fait que certains sujets sont observants en général et d'autres non. Alors d'abord, la démonstration de cette convergence, je vais vous la montrer en vous montrant une étude que j'ai réalisée sur des personnes qui avaient une goutte. Je vais utiliser quelques études que j'ai faites récemment. Donc la démonstration dans la goutte. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que cette figure. C'est ce qu'on appelle une analyse en correspondance multiple. On pose un certain nombre de questions à des sujets. Ici, il y avait 1441 personnes qui avaient une goutte. Et on fait cette analyse qui permet de regrouper des gens qui sont semblables et non dissemblables. Et vous voyez que vous avez ici des gens qui sont observants et ici des gens qui sont non observants et certains critères. Alors quand c'est A, c'est observant, et quand c'est B, c'est pas observant. Vous voyez, A2, ça serait observant, et B2, eh bien, c'est non observant. Et vous voyez que tous les A sont ensemble et que tous les B sont ensemble. Et parmi ces B, vous avez le respect des conseils sur l'exercice, B5. Vous avez la conformité aux conseils diététiques dans la goutte, B6. Et vous avez le fait, B4, d'être fumeur. Donc, ça va ensemble. Et puis ici, vous avez l'absence d'observance à différentes recommandations, par exemple la prise de soda dans la goutte. Je vais vous montrer quelque chose de très curieux. Vous savez, quand on fait un essai clinique, on randomise les sujets en 2 groupes, des patients qui ont un médicament et des patients qui ont un placebo. Et ça, c'est une étude qui a regardé si après un infarctus, quand on prenait un bêta-bloquant, eh bien, on mourrait moins que si on prend un placebo. Et effectivement, la mortalité à 1 an, vous voyez, est divisée par 2 dans le groupe des patients observants des patients qui prennent les bêta-bloquants par rapport à ceux qui prennent le placebo. Mais ça ne marche que s'ils sont observants. Parce que s'ils ne sont pas observants, vous voyez qu'ils meurent plus. Tiens, c'est curieux d'ailleurs. En fait, il vaut mieux être observant à un placebo que non observant au bêta-bloquant. Et si vous êtes non observant au placebo, alors là, c'est catastrophique. Il y a la mortalité à 1 an de 7%. Maintenant, si vous ne regardez que ces patients-là, ce sont des patients qui ne prennent rien, mais il y a ceux qui le prennent très bien, qui sont observants, et ceux qui sont non observants à un placebo, eh bien, qui meurent 2 fois plus que ceux qui sont observants à rien. Alors, vous pourriez me dire que ça ne vaut rien comme histoire parce que les personnes n'ont pas été randomisées en observant et non observant. Mais il y a une méta-analyse, il y en a eu d'autres depuis, qui montre que dans toutes les études où on dispose de ces données, eh bien, quand vous êtes randomisé dans le groupe placebo,
si vous avez été observant, vous mourrez moins que si vous n'avez été non observant. Vous êtes tous dans le groupe placebo. Vous voyez, il y a l'association entre l'observance au placebo et la mortalité. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, en fait, c'est que quand vous êtes observant à rien en placebo, vous êtes observant à tout. Vous faites tout très bien. Par exemple, vous ne fumez pas, vous traversez dans les clous, etc. Eh bien, vous mourrez moins. Et vous voyez, il y a quelques années, j'avais publié ce livre que j'avais intitulé Pourquoi se soigne-t-on? Et en fait, c'était un changement de point de vue. Ce que je n'ai pas intitulé mon livre Pourquoi ne se soigne-t-on pas? Je l'ai intitulé Pourquoi se soigne-t-on? Parce que j'ai compris que, en fait, la vraie question, c'est comment font-ils ceux qui se soignent? C'est-à-dire que je pense que la non-observance est l'option par défaut et que les gens un peu curieux, ce sont les gens qui sont observants. Alors, comment font-ils? Pourquoi se soigne-t-on? C'est ce que je voudrais. Pourquoi ne fume-t-on pas, en fait? Vous voyez, ça, c'était ma pipe. Ceci était ma pipe. Moi, j'ai été un grand fumeur de pipe. J'ai arrêté de fumer. Et le jour où j'ai arrêté de fumer, j'ai scanné. Vraiment ma pipe, hein. Ceci était ma pipe. Bon. Et comment ai-je fait? Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques mécanismes communs de l'observance et moi, j'ai surtout travaillé sur la prise des comprimés, l'observance médicamenteuse, mais tout ce que je vais vous dire, je pense que vous pouvez l'appliquer à l'observance au tabac. Et d'abord, un point très important, c'est le rapport à la temporalité. Parce que nous sommes dans des situations chroniques. Vous voyez, l'observance médicamenteuse, c'est dans des maladies chroniques qu'on observe le phénomène de non-observance. Le suivi des recommandations diététiques, par exemple, l'obésité, il faut concevoir que l'obésité est une maladie chronique. La pratique de l'activité physique, c'est un changement de comportement qui doit être durable. Et l'arrêt du tabagisme et d'autres addictions, c'est aussi un changement de comportement. Et vous connaissez bien sûr le modèle de Prochaska, où vous passez d'un stade où il n'y a même pas de problème, où vous envisagez de faire quelque chose, vous vous y préparez, et puis vous arrêtez de fumer. Et il s'agit de se maintenir dans cet état et d'éviter les rechutes. Et vous voyez, en fait, ce qui est le plus important, c'est pas l'observance, c'est la maintenance, ce qu'on peut aussi appeler la persistance. C'est-à-dire le fait que le changement de compétence, de comportement, pardon, est durable. Et donc, on s'intéresse surtout à la non-persistance et est-ce que c'est une incapacité de renouveler ses efforts? Parce que je pense que ça demande des efforts d'être observance, ou un manque de pouvoir, de la volonté, des gens qui, par exemple, sur le tabac, il y a une étude qui a montré, des médecins qui disaient comment vous faites pour ne pas reprendre le tabagisme. Ils disaient c'est une affaire de volonté. Donc c'est clairement dit. Je pense que vous l'avez entendu. Alors, observance et temporalité, vous voyez, en fait, c'est très difficile d'être observant parce que si vous regardez la récompense, par exemple, dans les maladies cardiovasculaires, l'observance au traitement, enfin, toutes les recommandations, c'est ne pas avoir de complications, hein, ne pas faire d'infarctus. Alors que les récompenses de la non-observance, c'est immédiat. Ici, c'est très lointain. Ne pas avoir, je n'aurais pas fait d'infarctus le jour où je serais mort. Je serais quand même mort, hein. Mais alors que la non-observance, la récompense, elle est concrète. Alors ici, c'est très abstrait et elle est immédiate. Vous voyez, le sevrage d'une addiction, le sevrage, il faut que vous considériez le futur. Alors que la rechute, c'est le plaisir immédiat que vous avez quand vous pensez à votre pipe. Je vais vous montrer quelque chose d'amusant. Imaginez que je vous propose de vous donner aujourd'hui 500 euros ou dans un an 1500. Qu'est-ce que 1500 dans un an? Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, quand j'ai déjà fait ce test, quand je fais ce test, la plupart des gens, je veux dire, disent les 500 euros tout de suite. Vous savez, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a deux réponses possibles à cette question. Il y a soit attendre, ça veut dire qu'on pense, OK, 1500 euros dans un an, c'est moins bien que 500 euros aujourd'hui. Allez, disons que et c'est moins bien que 1500 euros dans un an, c'est moins bien que 500 euros. C'est bon, excusez-moi, je vais bafouiller un peu. 1500 euros dans un an, ou si on me le donnait aujourd'hui, dans un an,
ça vaut moins que 1500, mais ça vaut quand même plus que 500 euros. Ça vaut, disons, 800 euros. Et donc, je décide d'attendre. Alors que 1500, ça, vous voyez, c'est un comportement qui est patient. Il y a un faible taux de dépréciation. La dépréciation dans un an de 1500 euros, elle est faible. Elle vaut 800 euros, ça a diminué, mais pas beaucoup diminué. Alors que les gens impatients, ça a diminué et énormément diminué. Alors oui, les gens qui ont ce type de courbe, une courbe patiente avec un faible taux de dépréciation, eh bien, ils vont dire 800, c'est plus que 500, donc j'attends. Alors que ceux qui ont un fort taux de dépréciation, qui sont impatients, ils vont dire, oh, ça ne vaut que 200 euros aujourd'hui. Comme 200, c'est moins que 500, je prends les 500 tout de suite. Alors, vous allez me dire d'où sortent ces courbes. En fait, vous voyez que cette courbe, elle représente la force de votre désir. Imaginez que vous ayez commandé une voiture, cette magnifique voiture, et qu'on vous dise, on va vous la livrer dans un an. Et vous y pensez tous les jours. Et plus vous vous rapprochez de la date de livraison, plus la force de votre désir augmente. Et la dernière nuit, d'avoir la voiture, la dernière nuit est atroce, n'est-ce pas? Et en fait, il y a une asymptote. Ça augmente de manière asymptotique. Et en mathématiques, le modèle qui décrit le mieux une courbe ayant une forme asymptotique, c'est la fonction hyperbolique. Et ça a été montré dans cette étude-là, où on a demandé à des gens exactement ce que je vous ai, un choix monétaire, comme je vous l'ai montré. On leur dit, voilà, on va vous donner 1000 dollars. Dans un mois, ça vaut combien? Si on ne vous le donne que dans un mois et pas aujourd'hui. Alors, la plupart des gens disent, ça vaut encore 1000 dollars, mais il y a quelques gens qui ne sont pas très contents. Et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui disent, ça vaut moins. Vous voyez? Mais si on vous dit, on vous le donne dans 6 mois, eh bien, vous voyez qu'il y a plus de gens qui disent que ça vaut moins. Dans un an, il y a beaucoup plus de gens qui disent que ça vaut moins, etc. Et si on augmente le délai, eh bien, vous voyez que si on vous le donne dans 10 ans, eh bien là, la plupart des gens disent ça vaut plus rien du tout. En fait, c'est la fonction de dépréciation des valeurs. Et ce que a montré cette étude de manière très remarquable, c'est que la fonction mathématique qui s'adapte le mieux aux points expérimentaux, qui sont ces points ici, ce sont les valeurs médianes de ces distributions, eh bien, c'est la fonction hyperbolique et ce n'est pas la fonction exponentielle. Et c'est très important que la fonction exponentielle, ce serait ça. C'est très important que ce soit ce type de fonction. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, parce que, en fait, maintenant, si vous prenez cette courbe-là, cette courbe hyperbolique, et que si vous la renversez, je l'ai renversée, c'est facile à faire avec PowerPoint, hein, eh bien, vous retombez sur ma courbe avec la livraison de la voiture. Et vous voyez, il y a ce coefficient K ici. Et maintenant, je vais prendre deux valeurs de K, 0,01 et 0,05. 0,05, c'est 5 fois plus que 0,01. Et vous voyez que les gens qui ont un grand coefficient K, ils sont plus impatients, disons que leur dernière nuit est plus atroce avant la livraison de la voiture que ceux qui ont un coefficient K faible. Et donc, si vous voulez, le coefficient K, c'est un coefficient d'impatience. Alors maintenant, regardez. Vous voyez, on a fait ce type de choix monétaire chez des fumeurs et des non-fumeurs. Bien, vous voyez que les fumeurs sont plus impatients que les non-fumeurs. C'est joli, hein? Et on peut montrer la même chose chez des obèses. Les femmes, ça paraît dans de bons journaux, hein. Les femmes obèses sont plus impatientes. Leur coefficient K est plus important, vous voyez, 4 fois plus important que des sujets contrôle, les femmes euh, non obèses. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on peut imaginer le scénario suivant. Imaginez que je sois impatient, que j'ai un fort coefficient K, et je rentre au restaurant. Et j'ai envie de préserver ma santé, de rester mince. C'est une grande récompense lointaine, mais il y a le dîner, et puis est-ce que je vais prendre le dessert? Alors je me dis que je fais un régime, bon, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Et imaginons que je pense que j'évite de prendre du gâteau si je veux perdre du poids. Alors au début, quand je rentre au restaurant, vous voyez, mon idée de rester mince est plus importante que mon idée
de prendre, et je dis non, je ne prendrai pas de dessert. Je suis décidé à ne pas prendre de dessert. Mais le dîner se passe. Et comme les fonctions sont hyperboliques, on peut démontrer mathématiquement qu'obligatoirement elles se croisent. Il y a ce qu'on appelle un changement de préférence. Et vous voyez que maintenant, à la fin du dîner, il est devenu parfaitement rationnel de prendre le dessert, puisque sa valeur vaut celle que, à ce moment-là, je consacre à l'idée de rester mince. Et si ça se passe tous les soirs, ben, tous les soirs, je prendrai le dessert et je vais devenir obèse. Vous voyez, le fast-food, ça c'est une photo que j'ai prise à côté de mon hôpital. C'est pas ce qui est embêtant, c'est pas ce qu'on y mange, c'est qu'on y mange vite. C'est là où vont les impatients. D'ailleurs, ici, c'était le centre de prévention sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis. Euh, il y a beaucoup plus de gens qui vont chez McDo que de gens qui vont faire des examens de santé, hein. Alors, ça, c'est vous voyez, j'ai commencé par vous parler des éléments de la temporalité. L'observance nécessite donc la patience, c'est être capable de renoncer à un plaisir immédiat. Et la prévoyance, maintenant, c'est le deuxième aspect, c'est être capable de se projeter dans le temps, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je voudrais vous dire que se soigner, eh bien, c'est avoir le souci de soi. Je pense que vous serez d'accord avec ceci. Et là, il y a un philosophe qui s'appelle Harry Frankfurt qui a fait un essai sur le concept d'importance et de souci. Et ce qu'il dit, ce qui est important pour moi, c'est ce dont j'ai le souci, et ce dont j'ai le souci, c'est ce qui est important pour moi. Et il fait remarquer que le souci de quelque chose, ça c'est sa phrase en anglais que j'ai traduite, le souci de quelque chose implique la prise en compte de l'avenir. Si je dis que j'ai le souci de mon pays, c'est qu'il est important pour moi, et je pense à l'avenir de mon pays. Si je dis que une glace à la vanille, c'est pas important pour moi et c'est pas un souci pour moi, donc je pense pas à l'avenir quand je pense à une glace à la vanille. Et il y a ce concept d'avenir. Et donc, c'est le concept d'horizon temporel. C'est-à-dire, comment est-ce que je me projette dans l'avenir? Jusqu'à quand est-ce que je suis capable de m'imaginer? Alors, il est possible d'évaluer l'horizon temporel par la méthode des événements. On demande aux gens de faire une liste de 10 événements qui vont leur arriver et d'indiquer l'âge qu'ils auront au moment de cet événement. Et comme vous connaissez leur âge, ils vous disent, par exemple, j'aimerais voir le mariage de mon fils, euh, et j'aurai à ce moment-là 62 ans. Eh ben, s'ils ont 22 ans et leur fils vient de naître, eh bien, ça fait un horizon temporel de 40 ans. Et eh bien, cette étude a montré que les femmes qui fument ont un horizon temporel plus court que les femmes qui ne fument pas. Et une autre méthode pour déterminer l'horizon temporel qui a été utilisée dans le même article, c'est de donner aux gens une petite phrase et de leur dire terminez l'histoire. Vous voyez, par exemple, en se réveillant, Bill se mit à penser à l'avenir et en général, il s'apprêtait à faire quoi? Eh bien, ils ont regardé et on leur demandait dites la durée de ce que vous imaginez. Eh bien, les gens qui avaient un haut revenu faisaient des fins d'histoire plus longues que les gens qui ont un faible revenu. Et ça, c'est intéressant parce que donne, ça peut permettre d'expliquer peut-être l'effet de la précarité sur la non-observance et sur le tabagisme. C'est un des défis de l'observance, la précarité. Vous avez des gens qui vous disent, je ne sais pas de quoi demain sera fait, et vous me dites de ne pas fumer pour éviter un cancer du poumon. Je pense qu'on ne parle tout simplement pas de la même chose. Et le rapport à la temporalité, comment on peut le comprendre dans le domaine du tabagisme. Alors ça, c'est une deuxième étude que je vais vous montrer que j'ai faite. C'était, je suis diabétologue, hein. C'était 120 patients diabétiques qui étaient hospitalisés, donc il y avait un diabète assez sévère, et on leur a posé tout un tas de questions, vous voyez, leur âge, leur taux d'hémoglobine glyquée, euh, on leur demandait, euh, par la méthode des événements, de déterminer l'horizon temporel, on leur demandait s'ils avaient des petits-enfants, le tabac, la précarité, et puis le choix monétaire, l'impatience. Et donc, il y avait l'horizon temporel et de l'impatience dans cette étude, et puis un questionnaire d'observance, qui sont
où il y a 6 questions, et quand on répond plus de 3 fois à une question du type est-ce que ça vous arrive d'oublier vos comprimés? Dans ce cas, peut être classé comme non-observant. Et on a fait une analyse en correspondance multiple, comme je vous ai indiqué. Là, on a trouvé qu'il y avait 3 groupes de patients qu'on pouvait identifier, des patients observants, ça tournait autour de l'observance, et des non-observants, et puis une classe un peu intermédiaire, et ceux-là étaient considérés comme des non-observants plus sévères que ceux-là. Et voilà ce que ça donne. Eh bien, vous voyez que si vous regardez les observants, eh bien, ils ont un horizon temporel qui est long. Ils ont une réponse patiente dans le choix monétaire. C'était 500 euros aujourd'hui ou 1500 euros dans un an. Euh, et puis, pas de précarité. Et puis, ils avaient arrêté de fumer. Donc, vous voyez, il y a une cohérence avec ce que je vous raconte dans cette étude. On peut montrer que ces mécanismes dont je vous ai parlé jouent peut-être. Il faut être toujours prudent dans ses conclusions. Toujours dans les mécanismes communs de l'observance, je voudrais vous parler d'un deuxième trait de caractère. On a vu le trait de caractère patient, le trait de caractère prévoyant. Maintenant, il y a le trait de caractère obéissant. C'est pour ça que je n'aime plus tellement le mot observance, parce que c'est très religieux. Vous voyez, le respect d'une règle dans l'observance, l'observance à la règle. Alors que je pense que c'est très passif, en fait. Et puis, il y a des gens qui sont obéissants et des gens qui sont désobéissants. Alors, les gens très pieux sont très observants, très obéissent à ce qu'on leur dit. J'aime beaucoup ce dessin de Sampé. Vous voyez, c'est une dame dans une église. Vous voyez, le génie du dessinateur qui montre qu'elle est dans une église. Il y a son petit sac, son missel qui est ici. Et voilà ce qu'elle dit. J'ai tellement confiance en vous, Seigneur, que la plupart du temps, je vous appelle docteur. Bon, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont observants simplement, bon, c'est très politiquement incorrect ce que je vais dire, simplement parce qu'ils nous obéissent. Bon. Alors, je vais vous montrer que c'est une autre étude, une troisième étude que j'ai faite. Là, c'était 782 patients diabétiques de type 2 obèses, traités par monothérapie. Et il y avait le questionnaire de Girard dont je vous ai déjà parlé, avec les 6 questions pour apprécier leur observance. On leur posait plein de questions, leur motivation, etc. Et puis, il y avait une question que j'avais rajoutée parce que je pensais à l'obéissance. C'est est-ce que vous attachez votre ceinture de sécurité quand vous êtes à l'arrière d'une voiture? Alors, c'était des gens qui avaient dans les 55-60 ans. Si je faisais ça chez des jeunes, eux, ils mettent tous la ceinture de sécurité parce qu'ils ont été élevés comme ça. Moi, je la mets jamais à l'arrière parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas de ceinture de sécurité du tout, même pas à l'avant. Donc, bon, quand mes enfants sont là, ils m'engueulent, donc je la mets pour pas me faire engueuler, mais sinon, je la mets pas. Hein. Et donc, on savait s'ils attachaient ou s'ils n'attachaient pas leur ceinture de sécurité. Et voilà les résultats de cette étude. Eh bien, vous voyez que quand on regarde, on fait une analyse multivariée, donc des facteurs indépendants, associés à l'observance de la prise médicamenteuse, eh bien, on voit que le port de ceinture de sécurité sort extrêmement. Les gens qui répondent oui, ils sont euh, observants. Ceux qui attachent leur ceinture de sécurité sont plus observants. Vous vous souvenez de l'histoire du placebo, hein? Je pense que ça intervient, l'obéissance à faire ce qu'on vous dit de faire parce que c'est bon pour votre santé, en gros. C'est bon pour la santé de mettre sa ceinture de sécurité. Hein. Il y a quand même des gros accidents, même à l'arrière. Et puis, vous voyez, déclarer qu'il est très bon de suivre les recommandations de son médecin, ça sortait aussi significatif. Ça, c'est une quatrième étude. Hein. Là, ici, 1200 sujets à peu près, et où on avait posé tout un tas de questions. Et là, on a à nouveau, par l'analyse en correspondance multiple, identifié des patients qui étaient non observants et des patients observants et ceux qui étaient précaires et ceux qui étaient observants et non précaires. Et vous voyez que si on ne regarde que les non-observants, eh bien, vous voyez que ils sont des obéissants. C'était la question de la ceinture de sécurité, forte réactance, c'est-à-dire qu'on leur demandait est-ce que quand on vous dit de faire quelque chose, est-ce que vous ne le faites pas? Ça, c'est la définition. Vous ne le faites pas parce qu'on vous a dit de le faire, alors vous ne le faites pas. Bon, et ils n'étaient pas vaccinés contre la grippe, etc. Et puis si je reviens à mon étude sur la goutte, hein, ce qui était la première étude que je vous avais présentée, eh bien vous voyez, vous avez ici la patience et vous avez ici l'obéissance. Vous voyez que ça, ce sont les impatients, les désobéissants. Et puis ici, vous avez les patients
et les obéissants, qui vont avec l'observance, et les impatients et les désobéissants vont avec la non-observance. Alors, j'ai observé dans cette étude quelque chose de très étonnant, c'est ça. C'est que les deux caractères de patience et d'obéissance, la patience qui est explorée par un choix monétaire fictif, et l'obéissance qui est explorée par la question de la ceinture de sécurité à l'arrière. Dans la même étude, j'ai posé les deux questions. Eh bien, c'est lié. Et je me demande si le fait d'être patient et obéissant, c'est pas des zones cérébrales qui sont liées. Alors, c'est purement spéculatif, ce que je suis en train de vous dire, mais c'était très significatif. La liaison entre les réponses à ces deux questions sur 1440 sujets. Et en fait, vous voyez, en fait, c'est le cortex préfrontal qui est ici, qui se développe, et ça, je dirais, c'est le long terme, peut-être l'obéissance aussi, et ça se développe beaucoup plus tardivement que les structures limbiques de désobéissance et de court terme et d'impulsivité. Et donc, on peut penser qu'à l'adolescence, notamment, ces structures-là sont déjà totalement développées et pas encore celles-ci. Le cortex préfrontal se développe très tard dans la vie, hein. C'est vers l'âge de 15 ans, 20 ans, 25 ans qu'on est complètement adulte. Et il y a beaucoup de travaux des neurosciences qui essayent de proposer différents modèles pour expliquer ce système dual où vous avez le système, le cortex préfrontal qui prend le contrôle de l'impulsivité, de la désobéissance. Et peut-être que, vous voyez, à l'adolescence, il y a un moment où le cortex préfrontal, le système cognitif, n'est pas complètement développé. Et ici, eh ben, c'est le risque. Et c'est le risque du tabagisme chez les adolescents. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette chose que vous connaissez bien. Alors, question suivante, qui sont les observants sains? Qui sont ces personnes qui réussissent à tout faire bien? Alors, je vais vous montrer encore une autre étude que j'ai faite. C'est une cinquième étude. Là, c'est 600 patients diabétiques. Ça, c'est le dernier article que j'ai publié en 2022, l'année dernière, et où on leur a posé alors, toutes les questions qui me passaient par la tête, qui m'intéressaient. Et à nouveau, j'ai pu montrer que à la fois, il y avait des patients diabétiques qui étaient traités par l'insuline ou non insuline-traités. En fait, on observait à peu près les mêmes choses dans les deux groupes de patients. Et ce que je vais vous montrer, c'est l'analyse globale. Il y a deux typologies, une typologie 1 et une typologie 2. Ici, vous avez ceux qui sont observants et ceux qui sont non observants. Regardez, on va regarder, par exemple, les non observants. Eh bien, ils ont une hémoglobine qui est non contrôlée. Ils ont au moins une complication. Ils sont pas contents du tout de leur situation, déprimés, pessimistes, tristes, désobéissants. Et puis, il pense que préparer l'avenir est très important. Et puis, et pourtant, eh ben, ils sont non observants. Et en fait, c'est le drame de la non-observance. Et je pense que vous avez observé ça chez vos patients tabagiques. Il y a beaucoup de gens qui fument, qui savent très bien qu'ils ont tort et qui voudraient arrêter de fumer. Et je pense que c'est de même que vous avez très bien beaucoup de gens qui ne sont pas observants à leur traitement médicamenteux et ils savent qu'ils ont tort, ils voudraient bien faire, mais ils disent, c'est pour ça qu'on parle de faiblesse de la volonté. Que voulez-vous? C'est plus fort que moi. Ici, j'ai mis la confiance dans le médecin. Je pense qu'ils ne font pas. Et alors que chez les observants, on trouve qu'ils font entièrement confiance dans le médecin. Ils disaient, euh, quand on leur demandait est-ce que vous faites entièrement confiance à votre médecin, vous êtes d'accord avec ça? Il y avait des gens qui disaient oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis ceux qui disaient non, je suis pas vraiment d'accord. Eh bien, vous voyez qu'on trouve la confiance du côté de l'observance et l'absence de confiance totale dans le médecin. Parce que les gens vont pas vous dire non, j'ai pas confiance en mon médecin. Mais si vous leur demandez est-ce que vous avez entièrement confiance, ils vous répondront non. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas confiance, mais ils n'ont pas entièrement confiance. C'est comme ça qu'on posait la question dans cette étude-là. Alors, vous voyez, j'arrive ici à un modèle où vous avez le rapport à la temporalité ici.
Dans une des études, j'avais trouvé que les gens qui ont des petits-enfants, eh ben, ils sont souvent plus observants. C'était sur une des figures que je vous ai montrées. La précarité, ici, l'absence de précarité, l'absence de dépression, d'être joyeux, d'être prudent, d'être obéissant, de donner du poids à l'habitude, ça c'est pour l'activité physique. Et puis la confiance en le médecin. Ça, c'est une dernière étude aussi, une étude que j'ai faite il y a peu de temps, où on avait demandé à 3000 patients qui avaient une pathologie cardio-métabolique. Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que parmi les déterminants de l'observance, eh bien, vous avez le fait de se sentir impliqué dans les décisions et d'avoir confiance en le médecin. Et ceci dépend beaucoup de l'attitude du médecin qui implique le patient dans les décisions partagées, qui informe le patient sur sa maladie et ses médicaments, c'est-à-dire qui fait de l'éducation thérapeutique et qui comprend les problèmes et les besoins du patient, qui fait preuve d'empathie. Voilà. Donc, bon, chacune de ces flèches a été démontrée par une association statistique dans cette étude. Ah oui, et voilà, je vais un peu conclure. Vous voyez, j'ai parlé d'une convergence entre quatre domaines: la prise des médicaments, l'alimentation, enfin, le goût pour les pâtisseries, exagéré, parce que c'est quand même bon, les pâtisseries, le fait d'être sédentaire et de regarder la télévision, et puis le fait de fumer. Eh bien, il y a des traits de caractère qui interviennent, il y a des facteurs sociaux, la précarité, par exemple, et puis on sera observant ou non observant à ces quatre éléments, euh, et beaucoup en fonction de la qualité de la relation de soins qu'on a avec le médecin. Alors, je vais vous relire ma conclusion et j'espère vous avoir convaincu de ce que je vous ai montré. L'observance, c'est-à-dire l'adhésion à des recommandations visant à préserver la santé, concerne tous les aspects de ces recommandations, dont le tabagisme, prise des comprimés, éviter une alimentation désordonnée, éviter la sédentarité, ne pas fumer. Le fait d'être observant dépend de mécanismes identifiables communs à ces quatre aspects. Il est naturel d'être non-observant. Et la non-observant est l'option par défaut simplement pour une raison, c'est que être observant, ça nécessite des efforts. Et être observant à long terme, ça nécessite des efforts répétés. C'est pour ça que le rôle de l'habitude dont j'ai peu parlé, par exemple pour l'activité physique, les gens qui ont pris l'habitude de faire l'activité physique, ils continuent à le faire. Je pense que c'est aussi pour le tabagisme. Je ne sais pas ce que vous recommandez à vos patients, mais je pense que avoir décidé une fois pour toutes d'arrêter de fumer, je pense que c'est une bonne chose. Alors pour les addictions, je dirais les addictions majeures, je pense que la tolérance zéro, c'est une nécessité si on veut vraiment. Alors, bon, je ne suis pas dictologue, peut-être que je dis une ânerie, mais je discuterai de ce problème-là. Et puis j'espère vous avoir montré qu'il y a une typologie de l'observance qui fait que certains sont observants en général et d'autres non. Voilà, ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a aussi des implications éthiques à ce que je vous ai dit. C'est que l'observance ou la non-observance fait intervenir des traits de caractère et des facteurs sociaux. Alors, les facteurs sociaux, ils ne dépendent pas de nous. Et les traits de caractère, eh bien, on ne peut pas et on ne doit pas changer le caractère des gens. Il faut s'adapter au caractère des gens. Et donc, il faut essayer de comprendre les gens. Et dans le cadre d'une médecine de la personne qui soit une médecine humaine. Voilà, tout ce que je vous ai dit, c'est quelque chose que j'enseigne dans ma faculté à Bobigny. Et de cet enseignement, j'ai tiré ce livre. Je fais un peu de publicité au passage. Et pour une médecine humaine, et j'avais mis comme sous-titre Étude philosophique d'une rencontre. Ces personnes qui fument, vous les rencontrez. Et en fait, je pense qu'il faut arriver à avoir vis-à-vis d'eux ni blâme, ni indulgence, mais simplement essayer de les comprendre lors de ce que j'appelle la rencontre. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup et merci encore pour votre invitation.